Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, le parti Sawanya Frodebou dénonce le génocide de 1972 qu'il dit avoir été commis par le pouvoir en place, qui était celui du président colonel Michel Michombero. Il demande la conjugaison des efforts entre les intervenants dans le domaine de la réconciliation pour qu'à la prochaine commémoration de cette tuerie soit une occasion d'arriver à des conclusions communes. Vous le suivrez dans ce journal. Et dans le domaine de la santé, à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains, le représentant de l'OMS au Burundi encourage tout un chacun de faire sienne cette habitude de se laver les mains afin de sauver des vies. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le parti Sawanya Frodebou veut que tous les intervenants dans le domaine de la réconciliation conjuguent leurs efforts pour que la prochaine commémoration des tueries de 1972 soit une occasion d'arriver à des conclusions communes. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, le président du parti Frodebou dit que leur position n'a jamais changé depuis la création de ce parti et il dit également qu'il s'agit d'un génocide qui a été organisé par le pouvoir en place, qui était celui du colonel Michel Michombero. Aubin Nyonghuru pour les détails. Pour le parti Sawanya Frodebou, la réconciliation ne peut passer que par le fait d'assumer l'histoire du pays telle qu'elle s'est passée. Selon le président de ce parti, Pierre Claver Nahimana, le massacre de 1972 constitue bel et bien un génocide. La position du parti Sawanya Frodebou sur les événements de 1972 demeure inchangée depuis 1992. Il s'agit d'un génocide des Bahutu du Burundi commis par le pouvoir politico-militaire dirigé par le colonel Michel Michombero à l'époque des faits. Ce pouvoir est également responsable d'autres crimes contre l'humanité, dont des Batutsi ou d'autres Barundi, par confusion ou étiquetés monarchistes, ont été victimes au cours de la tragédie nationale de 1972. Pierre Claver Nahimana a, dans cette conférence, demandé à la commission Vérité et Réconciliation de plutôt accélérer ses travaux d'enquête sans attendre d'autres organismes internationaux. La déclaration d'un génocide, ça ne commence pas par l'ONU. Non, ça commence par les États concernés. C'est comme ça. Ces États doivent s'investir. Lorsqu'il y a eu des crimes de ce genre dans leur pays, les États s'investissent pour faire les investigations nécessaires. Les organisations de la société civile, les partis politiques, tout le monde s'investit pour qu'un jour, unanimement, ils arrivent à une conclusion qu'il y a eu génocide. À ce moment-là, ils doivent se présenter alors à l'ONU. À l'ONU, vous devez apporter toutes les preuves que vous avez collectées, telles que la CVR est en train de le faire, pour leur montrer, voilà, les preuves sont là. À ce moment-là, le Conseil de sécurité aussi peut dire, oui, c'est un génocide. Dans ces conditions-là, l'ONU doit prendre des mesures qui le concernent. Mais cela n'empêche pas qu'au niveau du pays concerné, avant même que l'ONU dise quelque chose, vous devez prendre des mesures. Le président du Sawanya Frodebou a aussi recommandé à cette commission de redoubler d'efforts dans le traitement des autres périodes qui ont suivi l'année 1972. À la page justice maintenant, il est à partir du 20 octobre au 20 novembre 2021, il est prévu une campagne de constat et d'exécution des jugements civils rendus au premier degré par les tribunaux de résidence. Ceci a été dit ce vendredi par la porte-parole du ministère de la Justice dans un communiqué de presse. Suivez-la. Le ministère de la Justice porte à la connaissance du public en général et des justiciables en particulier qu'il est prévu une campagne de constat et d'exécution des jugements civils rendus au premier degré par les tribunaux de résidence à partir du 20 octobre jusqu'au 20 novembre de l'année en cours. Le ministère de la Justice rappelle à ses justiciables
qu'une période allant du 12 au 18 octobre 2021 leur a été accordée pour se rassurer qu'ils sont inscrits sur les listes disponibles au niveau de ces tribunaux. Celui qui constatera que son dossier ne figure pas sur la liste devra saisir le responsable de cette juridiction pour redresser la situation. Et cette activité se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Les présidents des tribunaux de résidence sont appelés à faire tout devoir utile pour la bonne marche de cette activité. L'administration locale est également appelée à mobiliser et à relayer cette information aux concernés. Le lavage des mains est l'un des moyens essentiels pour se protéger de certaines maladies. Le représentant de l'OMS au Burundi a appelé lors de cette journée internationale du lavage des mains de faire sienne a appelé à tout un chacun de faire sienne cette habitude afin de sauver des vies. Suivez-le. La dynamique mondiale en faveur du lavage des mains est un moyen essentiel de prévenir la prévention de la COVID-19. Dans le cadre de la riposte de la COVID-19, les États, les partenaires et les communautés ont investi dans l'installation des dispositifs de lavage des mains au niveau des arrêts de bus, dans les marchés, dans les établissements de santé, etc. Des solutions locales ont fait leur apparition partout en Afrique et permettront certainement de progresser vers l'atteinte de la cible mondiale de l'accès pour tous à l'hygiène des mains d'ici 2030. C'est pourquoi j'exhorte tous les acteurs à intensifier les stratégies visant à élargir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, car le lavage de mains fait partie des interventions les plus rentables pour réduire la transmission des maladies. J'invite donc instamment chacun d'entre nous de se rappeler que nous pouvons sauver des vies chaque seconde et que le lavage des mains permet d'éviter la propagation de la COVID-19 et des autres maladies. L'éducation est la base du développement et ne peut pas produire de bons fruits au moment où certains élèves s'asseyent toujours par terre pour suivre des cours. Dans un point de presse animé ce vendredi, le directeur du PARSEM a indiqué que les moyens ne peuvent pas manquer pour une telle action au moment où le budget alloué à l'éducation équivaut à plus de 300 milliards. Faustin Ndikoumana propose la révision budgétaire d'urgence. Suivez-le. La province de Kirundi, par exemple, a besoin de 28 000 pupitres. C'est environ 30 000 francs par pupitre. Ça veut dire qu'en Kirundo, il faut 840 millions de francs pour que l'enfant de Kirundo assis dans des conditions normales. Un milliard par province, prenons 17 milliards, 20 milliards. Ça, ce n'est pas un montant élevé dans un budget total de plus de 300 milliards du ministère de l'Éducation où on consacre moins de 5% à l'investissement ou à l'équipement. On consacre 84 milliards de développement communautaire au sein du ministère de la Sécurité publique et du développement communautaire. 84 milliards de développement communautaire sans l'achat des pupitres, qui est l'affectation. Le pays s'endette de façon vertigineuse. On approche 3 000 milliards d'endettement. Plus de 2 000 milliards d'endettement intérieur. À quoi sert cet argent? On s'endette à plus de 2 000 milliards de dollars sans acheter les pupitres pour les élèves. Et nous demandons officiellement la réaffectation budgétaire, la clarification des dépenses contenues dans les dépenses sur ressources propres. La révision budgétaire en décembre devait être faite pour disponibiliser les fonds pour l'achat, améliorer les conditions d'études, de travail de nos enfants. Le Parlement doit jouer son rôle au niveau de la préparation budgétaire, l'exécution et le rapportage. Il faut débusquer tout l'argent ici et là qui est margé. Il faut mettre priorité. Et ainsi aussi le gouvernement, il faut que l'État se concentre sur ses missions régaliennes, les missions de l'État, les missions qui doivent être les siennes. Il faut que l'État se concentre sur ses missions prioritaires. Alors aussi, il faut la campagne de récupération des fonds détournés. Et les fonds détournés devraient, par exemple, servir à améliorer les conditions de travail de nos enfants.
Et les leaders des confessions religieuses devraient avoir à cœur ce qu'ils se sont engagés à faire, spécialement pendant les heures de culte. Dans une correspondance de ce 14 octobre, le ministère de l'Intérieur rappelle que tout tapage pendant les heures de travail est interdit désormais, sauf sur dérogation spéciale. Martin Iteretse, secrétaire permanent du dit ministère, déclare que la loi doit être respectée par tout le monde sans exception. Suivez plutôt Martin Iteretse. Toutes les confessions religieuses disposent des programmes de culte qui ont été déposés au ministère, au dossier physique pour agrément. Donc, aucun programme de culte ne dispose la culte pendant les heures de service. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens doivent vaquer à leurs activités quotidiennes pour augmenter la production pendant les heures de service. Deux, les gens, les adeptes ou les fidèles des confessions religieuses ne sont pas des travailleurs des confessions religieuses. Ils travaillent quotidiennement pour l'autodéveloppement et développer leur ménage et développer le pays. Ainsi alors, c'est un rappel qui a été adressé. Et de même, les responsables des confessions religieuses déclarent du respect de la loi et de l'ordre public. C'est ainsi qu'on les a rappelés alors toutes ces dispositions pour qu'ils laissent les gens travailler et que les prières ou les cultes s'organisent en dehors des heures de service. Le ministère ne va rien ménager pour ramener à l'ordre ceux qui veulent s'écarter. On a adressé cette correspondance au gouverneur de province, au maire de la ville, inspecteur général de la police du Burundi. Pourquoi? Parce que on suppose que les leaders des confessions religieuses disposent de cette loi, disposent d'une copie du dossier de demande d'agrément. C'est le guide principal. On a rappelé alors au gouverneur de province les dispositions pertinentes en rapport avec l'organisation des cultes et ainsi on les a rappelé également que le tapage nocturne soit mis fin depuis hier. C'est-à-dire quoi? On ne vise pas ici les confessions religieuses. Non, on vise toutes les sources, toute origine de tapage nocturne pour laisser les gens se reposer, pour laisser les gens jouir de la quiétude. Mais certains gens abusent et font des lance-voix, des haut-parleurs, comme si Dieu ne peut pas entendre sans lance-voix ou sans haut-parleur. Martin Iteretse fait également savoir qu'une enquête est en cours en ce qui concerne les installations des églises n'ayant pas respecté les distances prévues en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Suivez-le encore une fois. Ce qui est concerné, c'est tout le monde, tout ce qui est confession religieuse. Et je rappelle aussi que la loi a interdit formellement les cultes qui se fassent en dehors des églises. Les cultes qui se fassent en dehors des églises ou les cultes qui se fassent en dehors d'agrément, parce qu'il y a des confessions religieuses qui se greffent sur les autres. On est en train de mener une enquête pour voir toutes ces irrégularités, ceux qui ne respectent la distance de 500 mètres à mairie de Bujumbura et 1 km à Milliers Rural. On est en train de mener des investigations et le rapport sera rendu public très prochainement. C'est par ici que s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.